Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans la Semaine Éco, le rendez-vous économique hebdomadaire de Canal Algérie. Nous parlons ce soir du secteur de l'agriculture en Algérie. Alors c'est un secteur clé, il est un pilier majeur de l'économie nationale vu sa contribution à l'emploi et au PIB nationaux. Un programme quinquennal 2025-2030 axé sur le secteur de l'agriculture a été tracé avec pour objectif de relever le défi de la souveraineté alimentaire. Ce soir, on a choisi de vous parler des grandes cultures stratégiques qui sont au cœur du plan d'action gouvernemental. L'événement marquant bien sûr du moment, c'est la campagne de moisson-battage, cruciale pour la saison 2023-2024 qui commencera dans quelques semaines. Elle est organisée sous la houlette du ministère de l'Agriculture, du Développement rural. Il s'agit d'une part de s'assurer une planification efficace de cette campagne et préparer aussi le terrain pour le recensement général de l'agriculture prévu le mois prochain. Voilà donc pour la thématique de ce soir et pour en parler, je reçois avec moi sur ce plateau d'abord à ma gauche M. Mohamed El Hadi Sakhri. Alors vous êtes directeur de la production et régulation des filières végétales au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Merci M. Sakhri d'être avec nous ce soir. Merci. À côté de vous, le professeur Tarek Hartani, vous êtes directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci, monsieur Hartani, d'être avec nous sur ce plateau. Bonsoir tout le monde. Et puis avec nous également, docteur Mohamed Achir, économiste, enseignant et consultant de l'émission. Merci, monsieur Achir, d'être avec nous également ce soir. Merci. Alors, première question, et pour que nos téléspectateurs s'imprègnent de l'importance de ce sujet, j'aimerais d'abord vous poser la question pourquoi la mise en œuvre du programme des cultures stratégiques en Algérie est placée en haut de la liste des priorités en ce moment. Merci infiniment pour l'invitation et pour m'avoir offert aussi l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur deux points ou deux opérations de grande envergure pour le pays et pour le secteur et qui ne sont autres que la campagne moisson-battage qui pointe son nez à l'horizon au sud du pays et aussi l'opération du recensement général de l'agriculture. Donc aujourd'hui nous sommes en train de nous préparer pour mener la campagne moisson-battage au sud du pays qui va démarrer dans les tout prochains jours, à savoir la première décade du mois de mai. Oui. Et tous les préparatifs sont déjà là, entamés, et nous sommes en passe nous sommes en passe d'assurer toutes les conditions favorables pour que soit menée cette opération dans les meilleures conditions possibles. On aura l'occasion de parler de la campagne moisson-battage, bien sûr avec l'implication de votre ministère, notamment pour l'organisation et fournir toutes les conditions dont vous parliez il y a un instant pour la réussite de cette opération. Monsieur Hartani, je vous parle justement également, je vous pose la même question sur l'importance et la priorité d'aller vers ces cultures stratégiques. Vous êtes à la tête d'une école prestigieuse, l'École nationale de l'agronomie. Qu'est-ce que cela représente pour vous, vous qui êtes l'universitaire et dont votre expérience est sollicitée, bien sûr, dans le domaine de la recherche? En effet, en fait, les cultures stratégiques sont à la base de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que si on arrive à garantir une production satisfaisante en culture stratégique. Et c'est quoi les cultures stratégiques? Ce sont essentiellement aujourd'hui tout ce qui est les céréales, les légumineuses alimentaires, les oléagineuses, etc. Donc ces cultures-là stratégiques, en fait, sont aussi au cœur de l'enseignement agronomique aujourd'hui, de la réforme des programmes de formation des ingénieurs agronomes, parce que nous pensons que cela conditionne en fait le devenir de notre pays dans quelques années. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait sur le terrain des ingénieurs agronomes capables de se saisir des questions de terrain et d'apporter des solutions qui conviennent. Monsieur Achir, c'est un défi, on l'imagine bien, pour notre pays. Le président de la République en avait parlé en mars dernier lors d'un conseil des ministres. Il faut mettre le cap sur cette souveraineté alimentaire qui nous tient à cœur et qui est primordiale pour notre pays, en passant bien sûr par la promotion des cultures stratégiques.
Tout à fait. Nous avons remarqué quand même ces dernières années, il y a une mobilisation des moyens, des politiques publiques pour réussir justement ce défi de sécurité alimentaire et surtout l'augmentation de la production des cultures stratégiques, notamment des céréales. Cela est dicté d'abord par le contexte. Non seulement le contexte régional, depuis la Covid-19 d'abord, nous avons connu un peu une nouvelle réalité consistant à interpeller en quelque sorte non seulement l'Algérie, mais tous les pays du monde. C'est la raréfaction des ressources qui nous pousse un peu à aller vers ce choix stratégique. Et c'était ça, donc la nécessité d'avoir certaines autonomies stratégiques, donc certaines filières surtout. À un certain moment, donc il y a eu perturbation des chaînes de valeur mondiales, il y a eu une inflation mondiale qui a rendu justement l'importation des céréales encore plus chère, et il y a des pays qui n'avaient pas des dotations financières importantes, c'est-à-dire qui n'avaient pas des capacités financières, se trouvaient, étaient obligés de s'endetter peut-être pour acheter des céréales. Et là aussi, après, ça a été suivi par la crise russo-ukrainienne, qui a montré aussi, qui a en quelque sorte réitéré la dimension hautement stratégique des céréales. Et aujourd'hui aussi, nous sommes aussi à un défi qui est important. C'est un peu le défi du changement climatique. Et l'Algérie est l'un des plus grands consommateurs des céréales. Donc cela oblige un peu notre pays à intensifier sa politique visant à construire une filière solide et à augmenter la production et la productivité de façon à assurer une certaine sécurité d'abord, une sécurité. L'autosuffisance, c'est vrai que ça demandera beaucoup de temps et beaucoup de moyens, mais au moins avoir une sécurité alimentaire de façon, c'est-à-dire à ne pas faire face à des éventuelles encore vulnérabilités qui vont, c'est-à-dire que, et puis même en termes de budget, c'est-à-dire si on prend l'analyse un peu c'est-à-dire du panier alimentaire consommé par les Algériens. Donc il y a eu déjà une étude, même si elle date un peu de 2011, c'est 42% du budget, ou bien du revenu des ménages sont dépensés pour l'alimentaire. Donc pour cette raison, donc même si on augmente un peu la production alimentaire nationale, si on réduit, c'est-à-dire les prix de cet alimentaire, il y a un impact aussi positif sur même le pouvoir d'achat des Algériens, et ça nous permet de réduire également la facture d'importation. Parce que si on analyse le facteur, aussi cet facteur exogène en termes d'importation, donc nous sommes presque toujours à 10 milliards de dollars d'importation des produits alimentaires, dont l'essentiel, bien entendu, est représenté par les céréales. Si vous me permettez, on va parler justement de la campagne de moisson-battage dont M. Sarli parlait tout à l'heure. Cette campagne qui va débuter dans 2 semaines, notamment dans le sud du pays, ça sera la première étape. Il faut rappeler que le ministre de l'Agriculture veille personnellement aussi aux préparations de cette campagne. On voit d'abord ce sujet signé Majda Dahmoun qui revient sur les préparatifs de cette campagne. On revient après pour le débat. Afin d'assurer le succès de la campagne moisson-battage pour cette saison agricole, un plan opérationnel complet a été élaboré, mobilisant tous les moyens humains et matériels avec des mesures préventives anticipées. Cette campagne, qui sera supervisée par les directeurs agricoles, débutera mai prochain dans les wilayas du Sud. Les conditions climatiques favorables aideront à atteindre les objectifs tracés. Je rappelle que Guelma est une wilaya à vocation agricole par excellence. 18 moissonneuses-batteuses ont été assurées par la CCLS de la wilaya de Ouargla. Ces engins seront distribués équitablement aux agriculteurs. Nous avons 67 recenseurs qui seront sur le terrain à travers 25 communes au niveau de la wilaya d'Ouida. Nous avons également préparé des cartes que les recenseurs vont suivre. Nous avons
avons tout mis en place pour réussir cette opération. Quant au recensement général de l'agriculture, cette importante opération se fera grâce à un processus entièrement numérisé, permettant la collecte et le traitement des données de manière rapide et efficace. À l'approche de l'opération de recensement général de l'année 2024 et avec l'aide de la société civile ainsi que d'autres participants, notre direction a lancé une campagne d'information et de sensibilisation à l'adresse des agriculteurs et des éleveurs pour leur expliquer l'intérêt de coopérer afin de réussir ce recensement. L'opération de moisson-battage sera lancée dans moins d'un mois au niveau des wilayas du Sud. C'est pourquoi tous les moyens nécessaires pour réussir cette opération ont été assurés, notamment les moissonneuses-batteuses, les silos de stockage ainsi que les moyens humains qui assureront le bon déroulement de l'opération. Il y a également le dispositif de paiement des dus aux banques dans le cadre des activités agricoles et l'assurance pour chaque surface cultivée. Nous sommes prêts à 100% pour le lancement de cette opération qui nous permettra de passer vers une agriculture durable. Le développement du domaine agricole, une priorité de l'État, objectif, réussir le pari de la sécurité alimentaire. Voilà, donc un tour d'horizon des préparatifs qu'on vit en ce moment dans plusieurs wilayas du Sud. Alors on rappellera encore une fois que la campagne moisson-battage commencera d'abord dans le sud du pays pour aller ensuite vers les régions nord. Et justement pour en parler avec vous, Monsieur Mohamed El Hadi Sakhri, ce sont tout un travail minutieux qui est mené par vos services. Le ministre de l'Agriculture suit de près, avec notamment des réunions parfois en visioconférence, pour dire toute l'importance de cet événement. Comment cela se traduit sur le terrain? Quels sont les préparatifs qui sont mis en place pour justement réussir cette opération? Très bien. Alors maintenant, la tendance stratégique qui s'impose à nous en matière de développement des grandes cultures, c'est qu'il y a une nécessité absolue que l'on parte vers le sud. Et on est en train de le faire. Sans pour autant, bien évidemment, négliger le nord. Au nord, nous avons à optimiser les rendements. Au sud, nous avons cette possibilité de pouvoir avoir de l'eau en suffisance, chose qui nous permettra d'avoir des rendements dépassant les 60 quintaux hectares. Donc, juste pour expliquer à nos téléspectateurs, 60 quintaux hectares, c'est un excellent rendement, c'est un rendement moyen. Comment on peut le juger? C'est un rendement qu'on pourrait dépasser à l'aise. Donc on est déjà dans l'excellence en matière de rendement. Exactement. On a eu des endroits où on a eu plus de 80 quintaux à l'hectare. Donc 60 quintaux au sud, je parle du sud. On peut citer un exemple, par exemple? Quelle région? On a eu à Ouergla, on a eu à Mniha, on a eu à Drar. Donc c'était quand même des rendements excellents. Et nous voulons rester sur une moyenne acceptable, à savoir 60 quintaux à l'hectare qu'on peut avoir à l'aise. Donc les conditions pour avoir tout cela sont réunies. Donc l'eau existe, le soleil existe, les intrants existent, la semence elle est là aussi. Et pour pouvoir avoir justement nos productions et pouvoir les collecter, chose qu'on souhaiterait avoir parce que la collecte, il y a la production, il y a la collecte. La collecte, c'est que nous voulons collecter au maximum nos productions parce qu'un quintal de collecter, c'est un quintal de moins dans le navire. Et qui est payé, bien sûr, en monnaie forte. Donc, nous avons mobilisé tous les moyens pour mener cette campagne comme il se doit, à savoir, nous avons mis à disposition 500 camions qui auront à se déployer au sud. Nous avons mis 14 chariots élévateurs, 16 chargeurs à roues, des rétrochargeurs et 113 moissonneuses-batteuses. Des orientations ont été données par la Direction générale de l'OAIC de façon à ce que le travail commence très tôt pour terminer très tard et travailler 7 sur 7
cette flotte de camions va devoir assurer tout le transport et les transferts de production vers les wilayats où il n'y a pas suffisamment de capacité de stockage. Nous avons aussi mobilisé les capacités de stockage pour pouvoir contenir un peu plus de 2 500 000 quintaux au sud. Donc la problématique du stockage a été solutionnée grâce à un réseau de transport qui va justement prendre le relais. Nous avons des capacités de stockage qui sont là et aussi certaines productions vont devoir connaître des transferts. Très bien. Il ne faudrait pas aussi omettre de dire que nous avons aussi les points de collecte qui sont là pour recevoir ces productions. J'aimerais poser la question... Qui sont au nombre de 41 points de collecte. De 41 points de collecte qui sont dispersés, sur les différentes wilayas ou les productrices. La sensibilisation des agriculteurs sur place, il y a un travail qui a été fait par vos services justement d'abord pour la formation. Il s'agit aussi de former aussi ces agriculteurs sur des cultures peut-être qui ne sont pas dans leurs habitudes traditionnelles en matière de travail. Cela a été fait et cela donne de très bons résultats. Aujourd'hui, en matière de collecte, ces agriculteurs, vous les contactez, ils sont associés justement, il y a une réactivité, vous la ressentez ? Bien évidemment, les producteurs sont recensés, on les connaît parce que initialement ils prennent de la semence de chez nous, ils prennent tous les intrants à partir des CCLS, donc ils sont connus, le fichier existe et nous allons pour cette année essayer de travailler différemment, c'est organiser la collecte à partir de rendez-vous qui seront donnés aux agriculteurs. C'est une forme d'organisation qui va leur permettre... C'est une forme d'organisation que nous allons mettre en place. Monsieur Hartani, je vous pose la question également sur cette expérience au Sud. Elle est extraordinaire. En à peine quelques décennies, on voit aujourd'hui que le Sud algérien est tout aussi riche que le Nord en matière de céréaliculture. Vous en pensez quoi sur cette percée du céréal du Sud, justement, qui vient des régions sahariennes ? Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, en économie agricole, nous disons que les facteurs de production sont l'eau, la terre, la force de travail et la finance. On sait bien que dans le Sud, il n'y a pas de contraintes foncières, il n'y a pas a priori de contraintes d'eau, mais en réalité, le potentiel avéré est plafonné pour permettre... C'est-à-dire, quand vous dites plafonné... Plafonné, c'est-à-dire que en fait, les études actuelles indique que nous ne devons pas dépasser un certain taux de 5 milliards de mètres cubes pour le continental intercalaire. Pour permettre le renouvellement des... Le renouvellement sans porter préjudice aux différents programmes de développement. La percée de la céréaliculture dans le Sud, effectivement, c'était une ceinture de sécurité pour l'économie nationale, puisqu'elle est indépendante de l'aléa climatique. Mais ce sont des conditions qui sont relativement dures, puisque nous sommes avec des conditions climatiques extrêmes. Pour produire du blé dur, c'est une opération relativement compliquée par rapport à d'autres cultures, parce que ça demande une présence, une attention, un accompagnement, une formation, une formation, oui. Mais c'est une richesse pour notre pays, c'est-à-dire qu'on pourrait comme on le voit, les superficies s'étendent d'année en année. Cela suppose, ça entraîne derrière de l'énergie électrique, des investissements. Il y a un travail de recherche à faire au niveau des semences adaptées aux régions du Sud. Donc tout ça, c'est... Mais cela demande un investissement, mais c'est tout l'intérêt justement de porter cette stratégie. Justement, lorsqu'on parle justement de culture stratégique, il faut y mettre aussi le prix pour les développer. Oui. Et en particulier en termes de recherche. Parce que les semences que l'on veut être productives, qui nous donnent des rendements à 90 quintaux à l'hectare, si peut-être demain on développe des variétés qui puissent aller au-delà, ça serait excellent. Et donc il faut accompagner cet effort-là d'extension ou de percée de la céréaliculture dans le Sud par un engineering proportionnel. Dans nos établissements universitaires actuellement, nous travaillons sur l'association blé pivot. Il y a une association, c'est-à-dire que on doit être capable de manager, de gérer les techniques
selon le milieu naturel. Le milieu naturel. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que le potentiel existe, il faut aussi y mettre aussi toute la technicité et toute la recherche nécessaire pour développer et pérenniser. C'est ce que vous êtes en train de dire. Tout à fait. D'ailleurs, dans nos projets de collaboration internationale, nous insistons sur le réingénierie en fait adapté aux grands espaces du Sud, qui sont différents de ce qu'on enseigne habituellement pour l'irrigation, par exemple, du blé dans le Nord, etc. Avant de donner la parole à M. Haché, j'aimerais juste vous poser la question sur les surfaces qui sont exploitées. On n'en a pas parlé au Sud. Oui, nous sommes... Parce qu'on imagine bien qu'il y a une forme d'évolution d'année en année. Cela, bien sûr, donne des bons résultats. Et puis, on ambitionne d'élargir les surfaces exploitées. Tout à fait. Nous sommes aujourd'hui à plus de 106 000 hectares. Et comparativement à l'année passée, il y a eu quand même 7% en plus. Et l'objectif étant d'aller sur le million d'hectares. C'est l'objectif. Parce qu'il y a cette possibilité, bien évidemment, et nous sommes en train de tout faire pour occuper plus de superficie à exploiter. Très bien. Monsieur Hachir, la question de l'exploitation du Sud. Le Sud a été longtemps délaissé. On croit voir cette terre aride qui ne donne rien. Finalement, c'est une terre très riche qui peut donner beaucoup. Bien entendu, et puis ça reste stratégique pour notre pays. D'abord, c'est la question de la superficie, parce qu'on a 8,5 millions d'hectares de surface agricole utile, dont 15% irrigués, je pense, c'est des statistiques. On confirmera avec. Oui, c'est des statistiques que j'ai lues. Et le Sud, effectivement, constitue quand même une solution stratégique pour la sécurité alimentaire du pays. D'abord, il y a cette contrainte de l'eau qu'on ne trouve pas au Sud, c'est déjà important. C'est un défi. C'est un défi. Et il y a donc au Sud, parce que si on revient aux statistiques de l'agriculture, je pense même si les résultats qui ont été dégagés par le recensement de 2001, donc on a constaté que 70% de la superficie agricole utile est constituée de superficie un peu exiguë, c'est moins de 10 hectares. Donc 70%, c'est des petites exploitations. Mais si on veut y aller dans une dimension d'économie d'échelle, dans une dimension stratégique, de grande production, et même dans une agriculture, disons, intensive, qui utilise une grande mécanisation, des nouvelles techniques, des produits phytosanitaires, etc. Donc les nouvelles techniques de l'agriculture intensive, qui peut y aller jusqu'à 100 quintaux l'hectare, donc ça demande quand même des grands investissements. Et ça demande des grandes superficies, donc ça devient un peu capitalistique. Donc il faut investir davantage en termes de capital. Ce capital technologique, bien sûr, il y a la terre, il y a le travail, avec une productivité. Donc il y a vers la productivité du facteur travail, du facteur terre, mais avec la mobilisation des grands moyens, surtout la mécanisation. Donc le Sud, justement, il offre à notre pays c'est-à-dire ces conditions nous permettant d'y aller vers une agriculture intensive à grande superficie avec une grande mécanisation, c'est-à-dire c'est la professionnalisation carrément de l'agriculture. Et l'émiettement, effectivement, l'émiettement ne peut pas générer une certaine productivité, une certaine rentabilité. C'est-à-dire l'émiettement, est-ce qu'on peut expliquer, vous parlez peut-être des exemples un peu éparses. Oui, c'est des statistiques. On a dit, le recensement a dégagé cet indicateur qui est très important. Attends maintenant le nouveau recensement qui est lancé. Donc 70% des exploitations sont petites. Et là, c'est très difficile. Même puisqu'on peut investir, acheter un tracteur d'une grande capacité pour une petite superficie, c'est pas rentable. Mais quand on a des grandes superficies, on peut investir même dans la mécanisation moderne.
la grande mécanisation, et puis on peut mettre un laboratoire de recherche, recruter des ingénieurs, il y a tout un investissement. Et c'est ça la professionnalisation qui peut se faire. Donc ça demande, c'est comme si on veut investir aussi dans la production du lait, par exemple. Il faut 100 000 hectares peut-être, des grandes superficies, et c'est ça, justement, le Sud nous permet ça. Le Nord, malheureusement, l'urbanisation a touché a touché beaucoup de terres agricoles. En plus, on a la contrainte de l'eau, donc il faut beaucoup c'est-à-dire d'économie d'eau au Nord, mais au Sud, c'est vrai qu'il y a aussi des aléas au Sud, la désertification, il y a d'autres aléas, mais je pense que le Sud constitue une solution stratégique pour la sécurité alimentaire de notre pays. Monsieur Sakhri, j'aimerais aussi revenir avec vous sur Monsieur Sakhri ou Monsieur Hartani. Je peux vous poser la question à tous les deux sur ce schéma qui a été rendu public. C'était en septembre dernier. Vous avez présenté, d'ailleurs, c'est vous-même qui avez présenté devant un parterre de ministres. Il y avait notamment le ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, mais aussi le ministre de l'Industrie. Vous avez mis en place, avec un groupe d'experts multisectoriels, cette recherche pour aller dans cette promotion des cultures stratégiques, avec des recommandations scientifiques, des solutions à certaines peut-être problématiques que rencontrent certaines régions du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce plan est en place? On l'a présenté. Est-ce qu'on y travaille? Est-ce qu'il y a une mise en place? Le travail a déjà commencé là-dessus ou pas encore? Allez-y. Allez-y. Oui, effectivement, ce travail il a été amorcé. Nous sommes en train de faire... Est-ce qu'on peut d'abord expliquer pour nos téléspectateurs, pour beaucoup peut-être qui n'ont pas suivi l'actualité dans le domaine de l'agriculture, alors le schéma, il consiste en quoi exactement? Le schéma consiste en un plan de développement de la céréaliculture en Algérie. Donc, nous avons commencé par un travail qui a duré plus de 6 mois, où nous avions eu à diagnostiquer profondément le secteur. Oui. Quelles sont nos difficultés, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, les opportunités qui nous sont offertes et éventuellement les menaces. Donc, un travail a été entamé à partir, bien sûr, de la désignation d'un comité national par les services de la présidence de la République, qui est présidé par le professeur Hartani. Et présentement, nous sommes en train de faire tandem ensemble. Nous avons commencé par travailler sur terrain. Une première action a été menée au niveau de la wilaya de Bouira. D'ailleurs, nous avions arrêté 5 wilayas pilotes, 3 au nord et 2 au sud. Celles du nord sont Constantine, Tiaret et Bouira. Et celles du nord sont Mnéa et Adra. Donc, un travail a été démarré au niveau de la wilaya de Bouira et cette semaine nous allons encore reprendre le travail pour l'étendre aux autres wilayas. Monsieur Hartani? Oui. Vous avez présenté ce projet Oui, la mise en œuvre est en marche en fait. Ça prend un peu de temps parce que ce sont des mesures en fait qui sont graduelles. Qui nécessite de l'accompagnement, de la présence. Je m'adresse à travers cette chaîne aux agriculteurs, aux fellahs, en fait, pour lesquels les conditions ne sont pas toujours faciles, les conditions d'exercice. Donc, ce plan qui se décline en mesures à l'échelle de la campagne agricole, en fait, il se fait au cas par cas. Donc, il y a des zones agropédologiques, c'est-à-dire des zones, des entités naturelles qui conviendraient mieux, par exemple, au blé dur, des entités naturelles qui conviendraient mieux à l'orge, au blé tendre, etc. Et au fur et à mesure, donc, nous essayons d'intégrer ou d'inclure dans notre processus des groupements d'agriculteurs pour promouvoir les bonnes pratiques. L'objectif de choisir des wilayas pilotes, comme l'avait mentionné M. Sakhri, c'est aussi de distinguer peut-être certaines difficultés qu'on pourrait trouver sur tout le territoire national et pour la suite, pour aller vers une conclusion et peut-être généraliser certaines pratiques et corriger d'autres.
Bien entendu. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples concrets, par exemple, des difficultés que peuvent rencontrer des céréaliculteurs, parce qu'il s'agit surtout de céréaliculture, notamment sur le terrain? Par rapport à des mesures simples, nous avons visité un agriculteur qui faisait blé sur blé sur blé, donc on déconseille fortement de répéter la même culture sur la même parcelle plusieurs années de suite, parce que cela épuise les réserves nutritives. Un appauvrissement de la terre. Oui, un appauvrissement. Donc, dans le nord, nous avons la chance d'avoir des terres riches, donc il faut valoriser. Moi, mon principe, c'est que chaque mètre carré du territoire national doit être valorisé à sa juste valeur. Et donc, les difficultés qui sont rencontrées sont souvent d'ordre technique, on parle d'agrotechnie, mais il peut y avoir aussi des difficultés socio-économiques en termes ou des difficultés liées au milieu naturel. Donc, par exemple, s'il y a un vent chaud qui se déclenche, ça peut assécher la production de blé, le grain de blé, et le taux d'humidité va être faible. Et quand il va présenter ça au niveau de CCLS, ça ne sera pas bon en fait. Et donc, l'instant où on déclenche la moisson, etc., est important. Donc il y a des conditions techniques, il y a un besoin de formation qui est croissant. Vous l'avez remarqué, vous étiez sur le terrain, vous avez rencontré des agriculteurs, j'imagine que vous avez échangé avec eux. Oui. Il y a peut-être un travail à faire aussi au niveau de la conscience et rendre ce travail beaucoup plus professionnel chez certains céréaliculteurs, même si nous avons de très bons céréaliculteurs, il faut le souligner, dans certaines régions du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ce travail d'accompagnement est plus que nécessaire ? Vous le faites encore aujourd'hui dans beaucoup de régions. Vous avez choisi quelques wilayas, mais il y en a d'autres aussi qui ont besoin aussi d'accompagnement. Bien évidemment, ce travail est mené pratiquement tout le temps au niveau de toutes les wilayas. Donc, c'est pour l'application des bons itinéraires techniques. Donc, toutes les opérations culturelles doivent être menées à bien pour pouvoir, bien sûr, réaliser de bons rendements. Donc, à titre d'exemple, quelqu'un qui pratique la fertilisation, donc un hectare fertilisé, c'est un minimum de 3 quintaux en plus dans le rendement. Et s'il n'est pas fertilisé, c'est une perte de 3 quintaux. Donc, si on ne désherbe pas, c'est des quintaux qui sont perdus. Et si, au contraire, nous sommes dans cette action de désherbage, c'est des quintaux qui sont gagnés. Donc, l'application de l'itinéraire technique conditionne le rendement. Et c'est ce travail-là qu'on est en train de mener avec nos amis du ministère de l'Enseignement supérieur. Justement, la contribution du savoir-faire universitaire a été plus que bénéfique dans le travail que vous faites tous les jours? Bien évidemment. Donc, avec nos amis de l'université ou de l'enseignement supérieur, nous sommes en train d'essayer d'inclure tout ce qui a été produit à partir de la recherche. Monsieur Hartani, on imagine que ce schéma qui est tracé sur 5 années a des objectifs. Quels sont les objectifs que vous êtes fixés justement d'ici la fin de l'application justement de ce schéma et de la concrétisation de toutes les recommandations qui ont été présentées? En fait, c'est une feuille de route qui vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire en matière de céréales. Pas au bout de 5 ans, on est bien d'accord. Oui, c'est-à-dire, on parle du schéma. Oui. Il faut toujours travailler en termes de planification à long terme. Donc, on se dirige vers une autosuffisance. Il faut y croire. Il faut déployer les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif-là. Après, il y a des objectifs à plus court terme. Intermédiaire, voilà. Qui consiste à, par exemple, augmenter la productivité des sols dans le nord et augmenter les superficies dans le sud, parce que nous pensons que c'est la meilleure voie pour augmenter en fait la production nationale totale. Je voudrais rebondir également sur le fait que l'université, d'une façon générale, c'est une université citoyenne, donc elle apporte sa contribution au développement national aux côtés du secteur de l'agriculture, et que en fait l'un se nourrit de l'autre, et le but final est le même.
C'est une forme de complémentarité qui permet un résultat plus efficient, si on peut dire les choses comme ça. Alors, ce qui a été mené jusqu'à aujourd'hui, c'est beaucoup plus une collecte d'informations pour pouvoir asseoir une approche opérationnelle à partir de la campagne prochaine. Très bien. Monsieur Hachir, on vient d'écouter deux experts dans le domaine de l'agriculture, même si Monsieur Hartani est plus dans l'universitaire, mais c'est un domaine de recherche qui est associé directement à l'agriculture. Par des gestes simples, je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur Sahali, notamment sur le désherbage et sur la fertilisation, nous devons gagner ce quintal coûte que coûte, aller vraiment chercher sur cette déperdition, peut-être par des gestes qui sont faits de manière, peut-être par mégarde ou par méconnaissance, mais il faut aller vraiment chercher quintal par quintal jusqu'à la récupération et peut-être rendre cette culture plus efficiente à long terme. Tout à fait. Je peux même utiliser un chiffre que j'ai vu dans un article sur les céréales, donc cette campagne de moisson-battage, il y a une estimation de 10% de pertes à la ferme et à la distribution. Donc c'est déjà, il y a un travail à faire déjà dans ces opérations, même en termes des moissonneuses-batteuses, etc. Il y a des techniques pour éviter les pertes, et puis la distribution aussi, il y a des pertes. Donc déjà, si on agit dans cette étape, on peut faire des économies de pertes, c'est-à-dire gagner un peu. Et puis, on a effectivement tout ce qui est professionnalisation, parce que c'est très important. La professionnalisation, la formation, et même aujourd'hui, parce qu'il faut dire, quand on parle d'agriculture, même en général, il y a cette nécessité quand même de lui renouveler sa force de travail, parce qu'il y a une baisse de la population rurale. Donc il y a aussi une perte de main-d'œuvre importante dans le secteur agricole. Donc il faut rendre l'agriculture plus attractive pour la main-d'œuvre. Et ça, c'est une problématique importante. Donc, et si on oriente des universitaires, des diplômes universitaires vers ces fermes, vers l'agriculture, donc cela, sans aucun doute, augmentera la productivité, parce que on aura des professionnels dans l'agriculture, c'est-à-dire par rapport au respect de l'itinéraire technique, etc. L'université, effectivement, est en train de faire un grand travail, avec les PNR, par exemple. Mais si vous permettez, il y a beaucoup d'ingénieurs agronomes qui franchissent le pas, qui vont justement vers le monde de l'agriculture et qui apportent leur savoir-faire. Peut-être pas autant, et peut-être qu'il faudrait avoir plus dans ce domaine, mais aujourd'hui, cet engouement existe aussi sur le terrain, on le voit. Oui, il y a des ingénieurs qui prennent des initiatives pour investir dans le domaine de l'agriculture, etc. Mais il faudrait faire plus, même la formation de techniciens. Il faut revenir même à la formation de techniciens agricoles. Avant, il y avait ce niveau de technicien, et puis il y avait le technicien supérieur. Tout ça, parce que c'est important. Toute cette main-d'œuvre-là, il faut l'attirer vers le secteur agricole. Aujourd'hui, c'est vrai que le secteur agricole constitue quand même le moteur de la croissance économique en Algérie. Il ne faut pas l'oublier. Il participe à 14% du produit intérieur brut. C'est pratiquement 2,4% de la main-d'œuvre totale. Je pense, de la population active. Oui. Et à 35 milliards, l'équivalent de 35 milliards de dollars de valeur ajoutée. Donc c'est très important, il participe. Mais il y a cette nécessité il y a un potentiel. Je dis, il y a un potentiel important dans toutes les filières, et la question de la main-d'œuvre se pose, la question de la professionnalisation, de la mécanisation. Même, d'ailleurs, il y a eu des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics par rapport à l'importation des tracteurs de moins de 5 ans, c'est ça, si je me rappelle bien. Permettre aussi l'accès des tracteurs, oui. Ah oui, tout ça parce que l'augmentation de la mécanisation, la nouvelle mécanisation aussi, qui réduit les pertes, par exemple, pour les moissonneuses-batteuses, tout ça, ça va nous faire des économies par rapport aux pertes, et ça aussi, ça va augmenter la productivité. Parce qu'effectivement, déjà, on parle de 1,2 million d'exploitations agricoles. C'est beaucoup réellement, mais si on arrive à les exploiter convenablement, c'est-à-dire si réellement le taux d'exploitation
dépasse un certain niveau, c'est-à-dire parce que on a plus parfois de terres en jachère, parfois. Et donc il y a des changements. Toujours ce problème de déperdition, peut-être. Déperdition, mais si on arrive déjà à exploiter d'une manière rationnelle, c'est 1,2 million d'exploitations, même si j'ai dit tout à l'heure que 70% constitués par les petites exploitations, mais ça va nous donner quand même des bons résultats. Monsieur Mohamed Hadi Sakhri, l'État a consenti beaucoup de moyens. Et on le voit tous les jours à travers un accompagnement, des financements. Et vraiment, sur le terrain, on voit tout cet effort qui est fait. Est-ce que cela, pour vous, c'est une doctrine? Il ne faut jamais dévier. Il faut toujours rester sur cette mesure d'accompagnement et de soutien à l'agriculture? Oui, le meilleur soutien et la meilleure action qui a été prise par les pouvoirs publics et surtout par M. le Président de la République, c'est celle d'avoir accordé pour cette campagne des semences gratuitement et des engrais gratuitement. Aussi, il a eu à accorder un report de paiement de tout ce qui est redevance de concession pour un échéancier de 36 mois, sans pour autant exiger à ce qu'il y ait versement des 10% comme avance. Aussi, il y a eu un report de paiement de tous les crédits RFIC pour une durée de 3 ans. L'intérêt est supporté par l'État. Il a aussi accordé un crédit de 20 000 dinars par hectare jusqu'à 30 hectares et qui sont aussi payables sur 3 ans, remboursables sur 3 ans. Donc, et aussi, il a accordé un soutien de 1500 dinars pour les blés germés de la campagne passée. Et ce soutien de 1500 dinars, quand même, ce n'est pas négligeable. Ce sont des gestes forts qui ont été donc dirigés vers nos fellahs pour la saison. Exactement, pour une quantité dépassant les 700 000 quintaux. Et je rappellerai le chiffre qui a été annoncé par le ministre de l'Agriculture, qui avait parlé d'une campagne labour semaille pour la saison, cette saison 2023-2024, avec des réalisations de 95% des objectifs. 98%. 98, vous me corrigez, merci. 98%, donc... Cela donc, c'est un signe positif qui montre que nos céréaliculteurs ont rebondi par rapport à leur situation et arrivent à produire par rapport à les mesures incitatives que vous avez citées à l'instant. Monsieur Hartani, justement par rapport à l'accompagnement, vous, au niveau de l'université, on imagine que vous bénéficiez aussi de cet accompagnement pour aller et rester dans ce domaine de recherche, pour accompagner les services agricoles et proposer des solutions. C'est toujours le cas. Vous êtes, au niveau de l'école Al-Harrach, vous êtes soutenu aussi dans ce domaine? Effectivement, en fait, l'un des objectifs de la formation agronomique, c'est de montrer à un ingénieur agronome comment communiquer, comment accompagner un agriculteur. Vous savez bien que les modes de communication dans le monde rural sont quand même un peu particuliers. Nous avons donc la sociologie des étudiants est une chose, la sociologie de nos agriculteurs, donc il faut savoir leur parler avec leur dialecte, avec leurs mots, pour les persuader d'appliquer les bonnes pratiques. Et d'éviter en fait des pertes inutiles. Donc il a été insisté largement là-dessus tout à l'heure. Également, en fait, la formation professionnelle, c'est quelque chose qui est partagé donc entre les services de l'agriculture d'une façon générale et l'enseignement supérieur, parce que c'est un domaine c'est une voie privilégiée pour monter en puissance en termes de maîtrise technique. De main-d'œuvre qualifiée. De main-d'œuvre qualifiée, effectivement. Donc on parle, ce que disait M. Haché tout à l'heure, on manque peut-être, il faut peut-être aller développer aussi ces techniciens de l'agriculture qui sont justement au fait des pratiques et d'aller justement, pas seulement les ingénieurs, mais aussi des techniciens. Tout à fait. Il faut restaurer et réhabiliter la pyramide.
Quand on parle de formation, on ne forme pas que des ingénieurs ou des docteurs, mais il faudrait qu'on puisse former aussi des techniciens, des chefs de culture, pour gérer les fermes de production. C'est des métiers nécessaires. Bien sûr. En fait, comment on appelle ça ? C'est une chaîne. Une mosaïque. Une mosaïque à créer et à faire fonctionner. J'aimerais vous poser la question aussi, Monsieur Sakhri, sur le choix, donc le choix stratégique. Quelles sont peut-être les conditions, ou peut-être pas les conditions, mais les priorités qui ont imposé des choix pour les cultures stratégiques. Aujourd'hui, l'Algérie mise sur quelle culture stratégique en particulier ? Oui, pour ce qui est... Mis à part les céréales. En dehors des céréales, nous avons vu que pour ce qui est des cultures oléagineuses, donc ça nous a interpellés en ayant constaté que nos importations en huile alimentaire dépassaient les 600 millions de dollars. En tourteaux aussi qui partent pour alimenter les différents cheptels, ça dépasse les 500 millions de dollars. Donc l'un dans l'autre, c'est un peu plus d'1 million de dollars. Et nous étions sûrs que ces cultures oléagineuses, nous sommes en capacité de les réussir aisément sur nos territoires. Donc, et nous nous sommes mis sur la production de ces cultures. Donc nous avions commencé par la culture du colza et maintenant nous sommes passés sur le tournesol. Donc, oui, allez-y. Sur le tournesol, nous nous sommes fixés comme objectif d'atteindre 45 000 hectares pour cette campagne. Vous parlez de la campagne de cette année, 2024. De cette année, oui. Nous avons déjà démarré nos actions de mise en place au nord du pays, nous ciblons 10 000 hectares. Et au sud, donc la campagne va devoir démarrer à partir du mois de juillet et nous souhaitons pouvoir réaliser un peu plus de 35 000 hectares. Alors, il y a aussi dans cette culture donc, des oléagineux des mesures d'encouragement que vous avez citées, notamment quelques primes que vous avez donc annoncées pour les agriculteurs. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails ? Exactement. Donc, je vous donne à titre d'exemple ce qu'on a eu à réaliser pour cette année. Donc, il y a eu des productions qui sont parties vers l'opérateur économique transformateur. Donc, l'agriculteur a eu à recevoir un prix dépassant les 7 300 dinars et un soutien de l'État de 3 000 dinars. Et donc, vous parlez de chaque hectare par quintal produit. Oui. Donc, c'est quand même très conséquent de pouvoir bénéficier de ce soutien qui n'en est pas négligeable. Vous avez eu des réactions, on imagine que... Hautement positives. Donc, nous continuons. D'ailleurs, il y a un engouement qui est là. Et nous sommes en train, bien sûr, de voir... les résultats sont bons au sud du pays. Est-ce que les résultats sont encourageants ? Oui, ils sont très encourageants. Ce qui a été entamé jusqu'à là. La moyenne des rendements, elle était quand même acceptable pour une première campagne. Donc, nous sommes en train d'apprendre à gérer cette culture et à mieux la maîtriser. Très bien. Monsieur Hartani, les oléagineux, c'est aussi un domaine hautement stratégique, notamment le colza et le tournesol aussi, on en parle. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de nous investir pleinement dans cette culture ? Elle est justement placée comme une priorité. Tout à fait. C'est un créneau qui est porteur parce que sa réussite permettrait de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des marchés mondiaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aide de l'État, elle permet d'orienter et d'attirer plus d'agriculteurs vers ces filières stratégiques. Autrement, vous voyez bien que s'il n'y avait pas cette aide de l'État, peut-être que les agriculteurs iraient vers d'autres filières qui seraient moins stratégiques. Tout ça parce que il y a une réalité en fait que le public devrait savoir, c'est que il y a des cultures qui valorisent mieux l'eau que d'autres. Et donc ces cultures stratégiques en fait, elles ne valorisent pas en réalité suffisamment l'eau. Si je compare, je vais donner un exemple concret. J'ai 1 mètre cube d'eau, est-ce que je vais faire des oléagineux ou alors je vais faire de la pomme de terre ou des fraises éventuellement. Donc le choix de la facilité aussi. Oui, le raccourci. Le raccourci, donc, heureusement qu'il y a l'État qui est là pour
orientée oui. vers les cultures stratégiques. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si vous permettez, j'aimerais juste aborder la dernière question que je voulais vous poser. C'est concernant le recensement général de l'agriculture. C'est une opération qu'on attend, on attend beaucoup. C'est la troisième du genre depuis l'indépendance du pays. Tout à fait. Qu'est-ce que cela représente On imagine que c'est un travail colossal que vous devez faire, qui a déjà été commencé, qui a déjà été entamé par les collectivités locales, enfin vos services au niveau des wilayas. Comment cela va se décliner à partir du 19 mai, on imagine, c'est le 19 mai. C'est le 19 mai. Effectivement, c'est une opération que nous sommes en train de préparer tambour battant, comme je disais. Et donc, elle va nous permettre de cartographier tout le secteur. Donc, de façon à pouvoir nous permettre d'élaborer les bonnes stratégies et les bonnes politiques et prendre les bonnes décisions. Donc, ce recensement, il va s'intéresser à tout ce qui est production animale, production végétale. Le foncier aussi. Le foncier, les équipements, les bâtiments, tout ce qui concerne le secteur agricole. Donc tous les détails devront nous parvenir et plus l'information nous sera fiable, plus les décisions seront bonnes. Le procédé sera numérique, c'est-à-dire que ça sera une procédure numérisée, c'est-à-dire que tout ce travail va être fait dans ce... Le travail, donc nous avons... nous allons mettre à contribution de 6 000 agents recenseurs avec 1200 contrôleurs et nous aurons aussi des superviseurs au nombre de 2 par wilaya. Donc l'important c'est de pouvoir avoir par la suite, une fois bien évidemment terminé Cela durera combien de temps ? Ça va commencer le 19 mai pour prendre fin le 17 juillet. 17 juillet. Donc nous allons constituer un data warehouse qui va nous permettre, bien sûr, cet entrepôt de données va nous permettre d'avoir toutes les informations susceptibles de nous permettre d'élaborer les bonnes stratégies. L'importance de cette base de données pour l'économie. Oui, c'est primordial pour construire des politiques à long terme et pour construire une bonne stratégie. Donc c'est un diagnostic qui est indispensable. Parce que même le président de la République l'a dit dans l'une de ses interviews que si on importe par exemple de la viande, ce n'est pas parce qu'on a identifié le besoin réel, mais c'est selon nos capacités financières. Cela montre qu'il y a un problème de statistiques, surtout agricole dans notre pays. Donc il faudrait élaborer justement ces statistiques générales de l'agriculture pour nous permettre de dégager d'abord des indicateurs. Sur la base de ces indicateurs, on va construire une stratégie par filière et remédier bien sûr aux insuffisances dans l'ensemble des filières et mobiliser les moyens humains, les moyens matériels, financiers et planifier une bonne stratégie. Donc c'est indispensable le recensement général de l'agriculture. Monsieur Hattani, un dernier mot parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, justement sur l'opération de recensement. Moi, je dirais que c'est parfait, c'est-à-dire ça ne peut faire que du bien aux gestionnaires du secteur. Mieux savoir ce qu'on a pour pouvoir avancer. Bien sûr, établir une feuille de route. Exactement. Et même, il faut arriver à apprendre à nos agriculteurs la comptabilité agricole. C'est-à-dire, il faut que cette question de comptabilité analytique, même dans l'agriculture, l'identification de la chaîne comptable dans l'agriculture soit installée dans nos exploitations. Merci Mohamed Hachel, merci pour ce dernier mot. Merci à mes invités d'avoir été avec moi sur ce plateau pour parler donc de cette thématique sur les cultures stratégiques. Merci encore une fois à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.